Parfait. Eh bien écoutez, on va démarrer. Bienvenue, merci de participer à ce webinaire, qui sera aujourd'hui donc consacré à la question: comment faire de votre site internet une machine à leads et plus globalement, comment construire une stratégie marketing qui va vous permettre, d'attirer, plus de prospects et de générer davantage de leads. Donc je me présente rapidement, je suis Naïma Brahimi, je suis consultante marketing, chez Comexplorer au sein du groupe Adimeo. Et le groupe Adimeo, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Nous sommes un groupe donc qui accompagnons nos clients pour faire du digital leur levier de croissance, et on l'a constaté donc depuis ces 2 dernières années notamment, le digital s'est vraiment imposé dans les modes de consommation et dans les stratégies de vente des entreprises B2B et B2C. Et plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accompagne nos clients à chaque étape de leur transformation digitale, que ce soit pour la mise en place de nouveaux outils, la mise en place de nouveaux process en interne pour fluidifier un petit peu les processus en interne, mettre en place de nouvelles techniques de vente et de nouvelles techniques marketing. Tout ça pour instaurer in fine un nouveau dialogue et une nouvelle façon de communiquer avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Et plus précisément, aujourd'hui, notre expertise est constituée autour de 4 principaux pôles. On va avoir tout d'abord un pôle conseil et stratégie, où on va accompagner nos clients plutôt en amont de la stratégie pour définir une trajectoire et définir des scénarios. Donc tout ça à l'aide d'audits de l'existant, d'audits de la concurrence, d'une meilleure connaissance des cibles et pour aboutir à la fin à la constitution d'une véritable stratégie digitale. On a un pôle aussi design et innovation, donc pour travailler toute la partie UX et direction artistique des projets de nos clients, que ce soit sur des sites web, des applications métiers, des applications mobiles, des intranets. Et tout ça après est mis en musique par notre pôle de production technique, notre pôle de dev, qui aujourd'hui se spécialise sur plusieurs technologies comme Drupal ou encore Symfony. Et enfin le pôle marketing, qui est le pôle qui va nous intéresser aujourd'hui, où on accompagne nos clients sur plusieurs types de dispositifs, que ce soit de la stratégie de contenu, du marketing automation, de l'acquisition payante sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche, mais aussi de l'intégration CRM, de l'accompagnement sur la création de dashboards pour l'analyse des résultats. Notre objectif du jour avec ce webinaire, ça va être de parcourir ensemble les principales étapes d'une stratégie inbound marketing réussie, au cours de laquelle du coup je vous présenterai aussi les meilleurs conseils et les erreurs aussi à éviter. Tout ça pour aboutir à une stratégie qui soit vraiment orientée ROI, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, le nerf de la guerre, ça reste quand même la conversion, la génération de leads pour alimenter vos équipes commerciales et pour avoir du coup plus de clients et développer votre entreprise, développer votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on a pensé ce webinaire. Avant de commencer, une petite définition de l'inbound marketing pour qu'on soit tous un peu sur les mêmes bases de connaissances. L'inbound marketing, j'imagine que c'est un concept dont vous avez déjà entendu parler. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà mis en application dans leur entreprise. La stratégie d'inbound marketing, un petit peu par opposition à ce qu'on appelle l'outbound marketing, ça va consister à aller vraiment attirer vos clients à vous, plutôt que d'aller les chercher par d'autres biais qu'on connaît aussi très bien, la prospection à froid, le cold emailing, les salons. L'inbound marketing, à contrario, lui, va se positionner dans une stratégie pour vraiment aller attirer vos visiteurs sur votre site et sur vos autres dispositifs pour pouvoir ensuite les convertir en leads, puis en clients, grâce à des techniques comme les stratégies de contenu, le marketing automation ou encore l'engagement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, et c'est encore plus vrai depuis le début de la crise, 60 à 90% de la décision d'achat se fait avant même de parler à un commercial. C'est-à-dire que vos potentiels clients, vos cibles, vont aller d'abord se renseigner sur Internet, sur les sites, sur les réseaux sociaux, consulter des recommandations, des avis, pour déjà commencer à se faire un petit peu leur idée de l'écosystème qui existe, avant de passer à une décision d'achat ou même de juste parler à un commercial. Et donc c'est hyper important pour vous d'être présent à ces étapes-là, pour pouvoir déjà gagner en visibilité qui ne vous connaissent peut-être déjà pas encore, et derrière pour pouvoir faciliter leur conversion et leur transformation en clients. Et pour cela, du coup, comment faire? Nous, on met en place en fait cette stratégie qu'on a appelée la machine à lead, qui fonctionne sur toute une galaxie en fait de dispositifs.
La pierre angulaire en fait de votre dispositif marketing, ça reste bien évidemment votre site web, puisque c'est là que vous pouvez afficher votre expertise, vos produits, vos solutions. Mais autour de ce site web qui doit être pensé pour la conversion avec des points d'interaction fréquents pour vos cibles, pour qu'ils puissent rentrer en contact avec vous ou télécharger du contenu, on va avoir donc tous ces dispositifs. Le premier et le plus connu, ça va souvent être le blog, puisque c'est ça qui va vous permettre de gagner en visibilité grâce au référencement naturel, donc d'aller vous positionner sur des requêtes qui sont stratégiques pour vos cibles, et du coup de gagner en visibilité sur ces requêtes et d'être reconnu par vos cibles. On va avoir un autre levier qui est donc le référencement payant sur les moteurs de recherche, je pense notamment à Google Ads, mais aussi la publicité sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, selon vos cibles. Le social media au sens large, donc les réseaux sociaux de façon organique, de façon gratuite. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre d'engager aussi votre communauté autour de votre marque et de vos produits. On va avoir aussi l'emailing, qui là va devoir reposer sur une stratégie de segmentation de base de données bien étudiée, parce que c'est important d'envoyer le bon message au bon moment aux bonnes personnes. Et la stratégie plutôt de partenariat, où là, on va parler par exemple de distributeurs, de revendeurs ou encore de relations presse. Et tous ces dispositifs, en fait, vont permettre d'attirer la cible à vous. Donc, on revient bien sur le principe même de l'inbound marketing. Et derrière, une fois que vous avez attiré ces cibles à vous et que vous les avez converties, il va falloir créer un dialogue avec eux pour les emmener jusqu'au stade de l'opportunité commerciale. Et pour cela, on va pouvoir leur envoyer des emails automatisés au bon moment en leur proposant à chaque fois du contenu adapté à leur phase de cycle d'achat. Donc, on va pouvoir leur proposer des livres blancs, des webinaires, des cas clients pour les faire évoluer et les faire mûrir, entre guillemets, jusqu'à aboutir au stade d'opportunité commerciale où là, ils pourront être traités par les commerciaux et transformés en clients. Si on veut le voir sous une autre forme, on a aussi la possibilité de l'imaginer comme sous la forme d'un funnel ou d'un tunnel qui va se décomposer en 4 étapes. On va d'abord avoir du coup vos cibles qui sont au stade d'inconnu. Pour l'instant, elles n'ont pas encore interagi avec vous et il va falloir les transformer en visiteurs. Et pour cela, on va pouvoir réutiliser plusieurs des leviers que je vous ai présentés à la slide d'avant, à savoir le blog, votre site web, le référencement naturel du coup qui passe par ces 2 leviers-là, mais aussi les réseaux sociaux. Une fois que ces inconnus se sont transformés en visiteurs parce qu'ils sont arrivés sur votre site, là, il va falloir les convertir en prospects. Et pour cela, on va mettre à disposition de vos visiteurs des contenus qu'ils vont pouvoir récupérer en remplissant, en règle générale, un formulaire. Et vous, ça va vous permettre en fait de récupérer des informations qualifiées en fait sur ces prospects pour pouvoir ensuite les recontacter, les faire mûrir jusqu'à les engager et les transformer en clients. Et là, c'est à ce stade-là qu'on va commencer à intégrer les équipes commerciales dans le process et on rentre un petit peu dans le dur, j'ai envie de dire, parce que c'est là qu'il va falloir vraiment les convaincre, les convertir et donc les transformer en clients. Et il y a enfin cette dernière phase aussi de fidélisation qui est, à mon goût, trop peu mise en avant en règle générale dans ces stratégies-là, mais qui permet en fait de faire la boucle et de pouvoir attirer de nouvelles personnes, puisqu'en identifiant des ambassadeurs, des prescripteurs en fait de votre marque et de vos services, vous allez pouvoir récupérer des témoignages clients, animer cette base de clients aussi à travers des événements et du coup valoriser votre marque à la fin. Donc ça, c'est voilà, un cycle vraiment plutôt complet du visiteur jusqu'au prescripteur qu'il est important d'avoir en tête. Les leviers principaux d'un projet d'inbound marketing sont multiples, comme on a pu le voir juste avant. On va retrouver les stratégies de contenu qui vont nous permettre de nous positionner dans Google. On va retrouver aussi les réseaux sociaux pour attirer et engager du trafic. On va avoir les ressources en téléchargement qui vont pouvoir vous permettre de récupérer de l'information qualifiée sur vos leads. Et après, on a toutes les stratégies de marketing automation qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions pour pouvoir vous décharger, vous, au marketing, mais aussi décharger vos équipes commerciales des tâches qui peuvent être à plus faible valeur ajoutée. Et un point qui est clé, c'est surtout d'analyser et de recommencer. Dès que vous allez mettre en place des campagnes, c'est important de toujours venir les remettre en question, analyser ce qui marche moins, pour pouvoir toujours aller dans le sens de la progression et toujours aller chercher vos cibles là où elles sont, au bon endroit, avec les bons messages. Au niveau des freins qu'on peut rencontrer dans un projet d'inbound marketing, on entend souvent que, effectivement, la production de contenu, ça représente un certain budget et surtout, ça représente du temps. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, ça prend du temps, une stratégie de contenu. Mais en même temps, quand on voit les efforts, et on le verra à la fin du webinaire, quand on voit que ces efforts-là qu'on met en place payent
en termes notamment de référencement naturel, c'est important de s'accrocher dans cette stratégie-là, même si on verra qu'il y a d'autres temporalités et d'autres leviers qu'on peut mettre en place le temps que le contenu soit efficient. Il faut, et ça aussi c'est très important, il faut quelqu'un pour gérer cette stratégie-là. C'est pas une stratégie inbound marketing comme ça, on ne peut pas la mettre dans les mains uniquement d'un stagiaire ou d'une personne qui est là de façon temporaire au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une personne qui soit à minima très impliquée dans le projet pour pouvoir maintenir une certaine constance, que ce soit dans la production de contenu, dans la mise en place des dispositifs, dans le lancement des campagnes. C'est hyper important d'avoir une personne dédiée à cette tâche-là. Et enfin, quelques autres freins qu'on peut rencontrer, c'est qu'évidemment aujourd'hui, il y a pléthore de contenus sur le web et que le point clé maintenant, ça va être d'arriver à le rendre efficace et surtout à se démarquer. Et c'est avec les étapes qu'on va voir ensuite qu'on va pouvoir arriver à se démarquer. La première étape d'une stratégie inbound marketing réussie, ça va être d'apprendre à bien connaître ses cibles. Vous avez certainement déjà entendu parler des buyers persona et des buyers journey. Certaines entreprises font des fois le choix de passer peut-être un peu vite sur cette étape-là, alors qu'en fait, ça reste primordial de bien connaître vos cibles et surtout de bien connaître leurs freins et leurs attentes. Et quand je parle de freins, c'est comprendre leurs objections, comprendre ce qui pourrait créer des blocages chez eux, parce que c'est sur ces points-là qu'on va venir agir avec les contenus, avec les dispositifs marketing. En termes de cible, il est important de ne pas se focaliser uniquement sur le poste de vos prospects et sur le poste de vos cibles. On a parfois eu des clients qui nous ont dit « moi j'ai 5 buyers persona différents parce que je veux toucher un directeur marketing, un directeur commercial, un directeur des opérations, etc. » En fait, il se peut qu'au sein de vos cibles et de ces typologies de cibles-là, finalement, le directeur marketing et le directeur commercial aient exactement les mêmes freins, exactement les mêmes attentes. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller les cibler presque avec le même message et ça fait que ça donne un seul persona à la fin. Donc c'est important de ne pas raisonner uniquement en termes de poste, mais de raisonner surtout en termes de freins et d'objectifs de vos cibles. Pour apprendre à mieux connaître vos cibles, il existe plusieurs dispositifs. Vous allez pouvoir apprendre à les connaître de façon quantitative, en menant par exemple des sondages auprès de votre base de données, que ce soit des clients ou des prospects, mener des enquêtes, faire de l'A/B testing, utiliser des outils de veille. Dans les outils de veille, par exemple, pour rechercher des mots-clés, on va retrouver SEMrush, on va retrouver Google Trends, on va retrouver Answer the Public, qui vous permettent de comprendre sur des thématiques clés quelles sont les recherches de vos cibles. Et on va pouvoir aussi mieux connaître ces cibles grâce à des données qualitatives. Je pense notamment aux interviews clients. Ça consiste très simplement, vous prenez le téléphone, pendant 30 minutes, vous parlez avec vos clients et vous leur demandez ce qu'ils attendent d'un prestataire comme vous, comment ils effectuent leurs recherches, quel type d'informations ils recherchent sur le web. Et là, c'est des informations vraiment ultra riches pour construire votre stratégie par la suite. Un outil clé, du coup, ça reste évidemment la fiche persona. La fiche persona qui va du coup agréger toutes les données que vous aurez pu recueillir à travers vos études quantitatives et qualitatives. Et ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que cette fiche persona, l'idée, c'est pas juste de la faire pour faire joli et de se dire c'est bon, j'ai fait ma fiche persona, je peux dérouler ma stratégie. C'est important de l'actualiser régulièrement, cette fiche. Et du coup, de se dire, demain, on lance un nouveau produit, comment réagit notre persona par rapport à ça? Il y a une nouvelle tendance qui apparaît sur le marché, comment réagit notre persona par rapport à ça? Et c'est vraiment super important de la maintenir à jour parce que vous, ça vous permet de remettre en question certains de vos dispositifs et ça vous permet aussi de pouvoir rester toujours à jour. La deuxième étape, une fois qu'on a bien qu'on a bien appris à connaître nos cibles, ça va être de définir les contenus. Pour définir les contenus, là, il faut passer un petit peu de temps aussi pour analyser votre existant et analyser vos concurrents. Analyser votre existant, ça va consister à regarder les dispositifs que vous avez déjà à l'heure actuelle. Je prends un exemple, vous avez déjà un blog, vous allez pouvoir aller analyser les contenus qui fonctionnent le mieux sur votre blog à l'heure actuelle. Comme ça, vous saurez où est-ce qu'il faut concentrer les efforts parce que ce sont ces articles-là qui aujourd'hui drainent le plus de trafic sur votre blog. Ça va être d'analyser les parcours de vos cibles, les taux de rebond. Est-ce que quand ils arrivent sur une page, ils vont aller creuser, chercher du contenu ailleurs ou est-ce qu'ils s'arrêtent là et qu'ils repartent? Il y a toutes ces choses-là que vous allez pouvoir analyser. Vous allez aussi pouvoir benchmarker vos concurrents, alors pas uniquement pour voir ce qu'ils font et comment ils se positionnent, mais aussi pour analyser les opportunités de positionnement. Se dire, voilà, mes concurrents sont plutôt positionnés ici, moi j'ai un axe de différenciation plutôt sur cette thématique-là, je vais aller me positionner là-dessus. Donc c'est important à cette étape d'identifier vraiment les bons mots-clés et surtout de penser vos contenus en termes de parcours d'achat. Le parcours d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ce qu'on a vu au début, donc attirer, convertir, transformer en client. Et ça va être de proposer les bons formats
et de bien les adapter aux différentes phases du parcours d'achat de vos cibles. Vous allez avoir donc les contenus vraiment pour attirer du trafic sur votre site. Là, on va retrouver majoritairement les articles de blog, parce que ce sont eux qui vont vous permettre d'aller vous positionner sur de multiples requêtes. On va retrouver aussi les infographies ou les vidéos, qui sont des contenus visuels qui sont très faciles à partager. Et surtout, je fais une petite aparté sur les infographies, mais c'est vraiment un support qui est hyper puissant pour générer ce qu'on appelle du backlink. Le backlink, qu'est-ce que c'est? Ça va être des liens entrant vers votre site, des liens que d'autres sites web vont faire vers votre site, vers votre infographie, vers votre contenu. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très valorisé par Google, voire même autant que le nombre de mots-clés que vous allez avoir dans votre contenu, puisque ça prouve à Google qu'il y a d'autres sites qui vous citent en source. Et du coup, ça prouve l'autorité et la légitimité de votre contenu. Donc, ce sont des contenus qui sont vraiment super intéressants à développer pour le référencement de votre site. Sur les contenus pour convertir en lead, on va avoir des contenus donc plutôt téléchargeables, tels que des e-books, des webinars, des études, des calculateurs en ligne, des comparateurs. Et derrière, on va les emmener plutôt vers la phase de transformation en client, où là, on va pouvoir exploiter les emailing, les cas clients, et puis tout ce qui se rapproche aux produits ou aux services, donc les demandes de devis, les rendez-vous, les audits, les consultations et les démonstrations de produits. Si je fais un petit focus sur le cocon sémantique, qu'est-ce que c'est? Ça va être une stratégie en fait en référencement naturel qui va consister à bien structurer votre contenu autour de thématiques fortes. On va avoir au centre de ce cocon sémantique ce qu'on va appeler une page pilier, qui va être une page assez dense de contenu, qui va pouvoir être le centre en fait de ce cocon autour duquel vont venir rayonner d'autres thématiques et d'autres articles. Si je prends par exemple ici les chaussures, on va dire que votre page pilier, c'est par exemple quelle est la meilleure chaussure de sport. Derrière, on va avoir toute une myriade de contenus qui vont graviter autour de cette page pilier, qui vont être quelle est la meilleure chaussure de sport pour hommes, quelle est la meilleure chaussure de sport pour femmes, pour enfants, etc. Et derrière, vous allez pouvoir faire du maillage entre toutes ces pages et du coup faire du lien entre cette page chaussures hommes et cette page chaussures page pilier, et faire du lien entre les pages qu'on appelle des pages sœurs, donc entre chaussures hommes et chaussures femmes. Et le fait de faire ce maillage, ça va indiquer aussi à Google que vous êtes expert sur votre sujet, que vous n'avez pas seulement publié un contenu sur les chaussures, mais que vous en avez publié une dizaine. Et Google saura que si l'utilisateur arrive sur votre page pilier ou sur un autre de vos articles, il va pouvoir avoir une profondeur de navigation qui est plus importante que si vous n'aviez publié qu'un seul contenu sur les chaussures. Et pour développer cette stratégie éditoriale performante, on vous recommande vraiment d'utiliser un calendrier éditorial, à la fois pour des questions organisationnelles, si vous êtes plusieurs à travailler en interne sur la production de contenu, mais aussi pour pouvoir orienter cette stratégie éditoriale. Et là-dessus, un des conseils qu'on peut vous donner, c'est de ne pas seulement réfléchir selon l'algorithme de Google, parce que c'est bien effectivement d'avoir un bon référencement et de bien remonter dans les résultats de recherche, mais il faut penser que derrière, vous écrivez pour des humains, et que vos cibles, ça reste des humains. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie plus-value dans vos contenus, en termes d'apprentissage, en termes d'expertise, pour que vos prospects, vos cibles aient vraiment envie d'aller plus loin dans la démarche et potentiellement envie de télécharger du contenu derrière, parce que quand ils étaient sur un article, ils se sont dit super, ils comprennent vraiment mes problématiques et ils ont des explications à m'apporter. Donc ça, c'est un point qui est vraiment clé au niveau de la constitution du calendrier éditorial. Une fois que vous avez réussi à attirer votre trafic grâce à ces contenus orientés pour le référencement, donc notamment les articles de blog, il est important en fait de construire derrière de vrais parcours de conversion, des entonnoirs marketing. Donc là, on vous a mis un petit exemple, mais si je reprends, donc si je pars de mon article de blog qui a attiré du coup du trafic, derrière, il faut que ce trafic, j'en fasse quelque chose et que je l'incite à aller à une autre étape. Donc dans mon article, c'est super important de positionner ce qu'on appelle des call to action, donc ça va être des bandeaux, des boutons qui vont pouvoir rediriger ma cible vers une offre de contenu pertinente. Donc là, par exemple, j'ai mon call to action qui redirige vers un e-book. Je clique sur le call to action, j'arrive sur une landing page, donc une page de destination sur laquelle je vais retrouver un formulaire à travers lequel la cible va pouvoir télécharger son contenu. Il remplit le formulaire, il arrive ensuite sur ce qu'on appelle une page de remerciement, une thank you page, sur laquelle il va pouvoir effectivement récupérer le PDF, qui est la raison pour laquelle il a rempli le formulaire. Mais il ne suffit pas juste de lui présenter le PDF sur cette page de remerciement. Vous allez aussi pouvoir en profiter pour lui proposer une nouvelle offre de contenu, pour pouvoir le faire évoluer à une nouvelle étape de son parcours d'achat.
on reste dans le schéma de la machine à lead, de toujours faire avancer votre lead vers le statut d'opportunité commerciale. Donc c'est important de toujours lui reproposer du contenu supplémentaire pour le faire avancer, le faire mûrir. Ici, on vous a mis quelques solutions du coup qui sont orientées inbound marketing pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. On a des solutions du coup qui sont plutôt orientées marketing automation comme Pardot, Marketo ou encore Eloqua. On a des solutions plutôt tout en un comme HubSpot ou encore Pledzi qui est une solution française et des solutions plutôt orientées email comme ActiveCampaign ou Sendinblue. Donc ça, voilà, on a des benchmarks qui sont disponibles sur notre site. N'hésitez surtout pas à aller les consulter pour orienter votre choix si vous n'avez pas encore de solution marketing aujourd'hui. Je vois qu'il y a des questions qui sont dans le chat. J'y reviendrai, je ne l'ai pas précisé au début, j'y reviendrai à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a vu toute cette partie sur le contenu, on va s'attaquer à la diffusion. Parce que si demain, vous vous lancez dans une stratégie de contenu, que vous publiez des super contenus, mais que vous ne les diffusez pas, et bien en fait, votre contenu il va se retrouver comme cette boutique Prada, avec une super devanture, mais en plein milieu d'un désert avec 0 passage devant. Et c'est pour ça qu'un autre point clé en fait, de la stratégie d'inbound marketing, ça va vraiment être la diffusion. Mais la diffusion, il faut la maîtriser dans le temps. Je vous l'ai expliqué au début, c'est un des freins qu'on rencontre régulièrement, c'est des clients qui nous disent « oui, mais une stratégie de contenu, ça prend super longtemps à mettre en place ». Et comme je vous l'ai dit, oui, ça prend du temps, ça prend des efforts de mettre une stratégie de contenu en place. Mais par contre, il y a d'autres moyens d'arriver à attirer du trafic en amont, avant que votre stratégie de contenu ne paye. Ça va être la mise en place, par exemple, d'un trafic payant, donc à travers les moteurs de recherche ou via de la publicité sur les réseaux sociaux, qui va vous permettre d'avoir des résultats ultra rapidement et de valider ultra rapidement les principes de vos campagnes marketing, de savoir si votre message marche bien, de savoir si votre accroche marche bien. Donc ça, c'est un moyen qui vous permet de vraiment capitaliser très rapidement sur vos campagnes marketing. Ensuite, à moyen terme, on va avoir ce qu'on appelle le earned traffic. C'est du trafic dont vous allez bénéficier gratuitement, entre guillemets. Je dis gratuitement parce que ça n'engage pas d'argent, mais ça engage bien évidemment du temps. C'est du trafic dont vous allez pouvoir bénéficier grâce à des backlinks, comme je le disais au début. Donc vous allez pouvoir bénéficier grâce à des relations presse, à des partenariats ou encore à des échanges de liens. Et enfin, le trafic long terme, et là c'est ce que je disais avec la stratégie de contenu, c'est ce qu'on appelle le owned traffic. C'est du trafic dont vous êtes réellement propriétaire, puisque c'est du trafic qui se base uniquement sur votre propre offre de contenu, comme si vous étiez votre propre média en fait. Donc un point clé là-dessus, c'est de penser à toujours passer au moins autant de temps à créer votre contenu qu'à le diffuser. Et c'est pour ça qu'on conseille aussi régulièrement à nos clients de ne pas hésiter à recycler leur contenu. C'est pas parce que vous avez écrit un contenu, que vous l'avez partagé sur les réseaux sociaux une fois il y a 6 mois, que vous ne pouvez pas le réutiliser. Il ne faut vraiment pas hésiter à réutiliser votre contenu. Vous avez écrit un article de blog qui marche bien, super, transformez-le en infographie, transformez-le en fiche pratique. Vous avez déjà la matière, il vous suffit juste de transformer le format pour l'exploiter différemment. Ici, on vous a mis un petit graphique qui vous permet un petit peu de mieux conceptualiser ce que je vous expliquais, à savoir du coup la mise en place de résultats rapidement avec du trafic payant, la mise en place à moyen terme de trafic earned, donc du trafic que vous obtenez, dont vous bénéficiez gratuitement, et le trafic owned, du coup, dont on démarre la stratégie en même temps que le paid, mais qui va commencer à payer un peu après. Une fois que vous avez tous ces dispositifs qui sont en place, c'est déjà un beau boulot de fait. Vous avez donc votre stratégie de contenu qui est en place, vous avez votre stratégie de diffusion qui est en place. Maintenant, il va falloir passer à l'étape supérieure et du coup au scénario d'automatisation, au marketing automation, où là, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios d'email automatisés. Je prends un exemple très classique. Vous avez attiré vos cibles sur votre site grâce à vos contenus blog, elles ont téléchargé du contenu, mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Et bien maintenant, vous allez pouvoir continuer d'entretenir le dialogue avec eux avec des chaînes d'email automatisées qui vont partir à des moments clés. Et là, on revient sur un des principes que je vous avais expliqué au début, envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et grâce à ces scénarios d'automatisation, vous allez pouvoir mettre ça en place. Un autre point clé dans la stratégie d'inbound marketing, ça va être l'alignement entre les ventes et le marketing, justement. Sur le funnel que je vous montrais au début, je vous expliquais que sur la phase de prospect à client, c'est là qu'on commence à intégrer les équipes commerciales. En fait, il faut les intégrer bien en amont aussi pour pouvoir les impliquer, les embarquer dans la stratégie marketing. On remarque souvent qu'il y a parfois des petits accros, ou en tout cas des petites incompréhensions entre ces deux équipes-là, parce qu'on va avoir d'un côté les sales qui ont l'habitude de fonctionner sur leur fichier Excel, qui comprennent des fois pas forcément les dispositifs et les campagnes qui sont mises en place par le marketing par manque de communication entre les deux équipes.
Là, ça va être vraiment un point clé pour obtenir davantage de performance commerciale grâce à la stratégie inbound marketing. Et pour ça, plusieurs leviers. Vous allez déjà mettre en place un vocabulaire commun, donc faire en sorte que les 2 équipes communiquent de la même façon, se disent, se comprennent tout simplement. Un autre point qui est important, ça va être de rattacher vos 2 équipes et tout votre site en fait à un véritable CRM pour que d'un côté les commerciaux aient une base centralisée de leurs leads qui va leur faciliter le travail, et de l'autre côté pour que les équipes marketing puissent, elles, avoir une visibilité long terme en fait sur leurs actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que responsable marketing, je lance une campagne, mais derrière, demain, j'ai besoin de savoir quels résultats ça a réellement généré en termes de chiffre d'affaires, en termes de bons de commande, et combien de personnes j'ai réellement transformé en clients. Parce que si j'ai pas cette information-là, je peux pas savoir quelles sont les campagnes qui ont réellement performé. C'est-à-dire que sur une campagne, je peux générer des centaines de leads, mais si derrière, ça me génère qu'un seul client, on va peut-être se poser des questions sur la rentabilité de cette action-là. A contrario, si j'ai une campagne qui génère peu de leads, mais par contre, c'est du lead ultra qualifié parce que 15-20% de ces leads-là se transforment effectivement en clients derrière, bah là, je vais mettre plus d'efforts et plus de budget aussi potentiellement sur cette campagne-là. Donc, c'est super important de bien aligner ces 2 équipes. Et un autre point aussi pour faciliter et fluidifier les process, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle du scoring. Le scoring, c'est un système qui va permettre d'attribuer des points à vos leads pour pouvoir vous assurer du niveau de qualification des leads et de leur niveau d'engagement avec votre marque avant de les transférer aux sales. Parce que pour eux, ça évite de perdre du temps avec des leads qui sont froids, des leads qui ne sont pas qualifiés ou qui sont tout simplement hors du scope. Donc ça fait partie des quelques leviers d'alignement que vous pouvez mettre en place avec vos équipes commerciales. Enfin, le dernier point qui est super important dans les stratégies d'inbound marketing, ça va être de travailler l'optimisation en permanence et du coup de travailler avec des tableaux de bord et des indicateurs. Vous avez la plupart des plateformes marketing aujourd'hui, notamment celles dont je vous ai parlé au début, Marketo, Pardot, Salesforce, HubSpot, vous proposent en natif des dashboards qui sont déjà intégrés dans la solution. Mais vous pouvez aller plus loin avec notamment les Google Data Studio qui aujourd'hui sont des outils hyper puissants pour pouvoir aller récupérer de la data sur tous vos assets marketing, que ce soit votre site web avec Google Analytics, que ce soit la performance de vos Google Ads, la performance de vos LinkedIn Ads, la performance de votre blog. Enfin voilà, vous avez vraiment la possibilité d'aller agréger des données depuis beaucoup de plateformes et d'avoir un tableau de bord qui s'actualise en temps réel et du coup qui vous débarrasse aussi de la charge de faire des tableaux Excel à chaque fin de mois pour les reportings que vous devez présenter. Ici, on vous a remis un petit exemple de résultats qu'on a obtenus sur le site de ComExplorer, en fait, de nos débuts jusqu'au début de notre croissance, où en fait, on peut voir qu'au début, le trafic était quand même assez restreint, mais qu'au bout de 36 mois, avec les efforts qu'on a mis sur notre blog et sur notre site en général et nos dispositifs marketing, on a réussi à obtenir en vitesse de croisière à peu près 70% de notre trafic qui provient du référencement naturel. Et ce qui est aujourd'hui toujours le cas. On a certains de nos clients qui suivent la même courbe et effectivement, on voit que les efforts qui sont mis en place dans les stratégies de contenu payent. Mais si on veut s'éviter en fait ce creux de démarrage et qu'on veut avoir du résultat rapide, on peut penser au petit graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec les 3 temporalités en fait de l'acquisition de trafic en mettant ici du paid pour pouvoir lancer plus rapidement. On arrive du coup au terme de cette première présentation. Je vais maintenant prendre les questions que vous avez eues dans le chat. Je vais remonter un petit peu. Alors, Jacques nous demandait la source concernant la décision d'achat. Normalement, elle est sur la présentation, mais on pourra vous la rajouter. Une question de Fatima. Quels sont les différents outils pour interroger les cibles que vous avez mentionnés? Alors les outils que nous on utilise par exemple à l'agence, pour tout ce qui est sondage, on utilise SurveyMonkey, qui est une plateforme hyper puissante en fait de sondage où on peut aller très loin dans les types de questions et surtout derrière dans l'analyse au niveau du croisement des données et de l'affinage des résultats. C'est une plateforme qui est vraiment super puissante. Donc nous on passe par ça. Pour tout ce qui est analyse et recherche de mots-clés, on utilise principalement SEMrush. On utilise aussi les outils Google, la Search Console, on utilise Google Trends et Answer the Public aussi, qui est une plateforme qui vous permet de connaître un peu les questions qui sont les plus posées autour d'une thématique à un instant T. Donc ça, c'est hyper intéressant à la fois pour les mots-clés, mais aussi pour savoir
quelles sont les questions tendances et sur quoi vous pouvez produire du contenu. Et ensuite, en termes d'outils pour la partie plutôt qualitative de l'analyse des cibles, on utilise tout simplement on fait tout simplement des interviews avec les clients de nos clients par le biais soit de visio ou de call. Gita qui nous demandait comment faire du backlinks avec les infographies. Alors, comment faire du backlinks avec les infographies? En fait, je prends cet exemple-là parce qu'il est très, il est très marqué. En fait, les infographies, dès que vous allez les diffuser en fait sur votre site, via un article de blog par exemple, c'est souvent un contenu qui va être très recherché parce que ça va apparaître dans Google Images en règle générale. Et du coup, il y a des personnes qui vont pouvoir tomber dessus via Google Images, potentiellement les rediffuser sur leur site ou en tout cas reprendre des sources ou des chiffres que vous avez mentionnés dans votre infographie et qui du coup, s'ils font bien leur travail de sourcing et qui référencent les sources qu'ils utilisent, ils vont forcément faire des backlinks vers votre site. Et du coup, les infographies, c'est un super support pour ça parce que on cherche toujours des chiffres, des stats pour illustrer un contexte, etc. Et si vous faites ce travail-là en fait d'infographie sur des chiffres clés sur votre marché, sur des chiffres clés qui intéressent vos cibles, bah, vous augmentez vos chances en fait d'avoir du backlinks derrière. Romy nous demandait si on pouvait avoir le support. Normalement, il est disponible après le webinaire avec le replay. Gita qui pose une autre question. J'ai entendu dire que Google Analytics à terme ne respectera plus les termes du RGPD. Avez-vous une autre plateforme qui permettrait d'avoir des statistiques complètes et pertinentes? Alors, vous n'êtes pas la seule à nous poser la question, parce qu'effectivement, il y a une décision qui est tombée le 10 février de la part de la CNIL, qui a mis en demeure un hébergeur de site web de changer sa plateforme d'analytics, parce qu'effectivement, Google Analytics, aujourd'hui, toutes les données sont hébergées aux États-Unis et disons qu'on va dire que la plateforme est un peu poreuse avec d'autres services américains. Aujourd'hui, nous, le message qu'on porte et qu'on donne à nos clients, c'est que pour l'instant, la décision est très récente. Google ne va potentiellement pas faire d'efforts pour rapatrier son stockage de données en Europe. Donc, il faut commencer à regarder un petit peu d'autres alternatives. Parmi ces alternatives, on va compter, ces alternatives qui sont en conformité avec les attentes de la CNIL, il va y avoir Matomo, on a aussi AT Internet, il y a aussi des solutions de chez Eulerian qui fonctionnent bien. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de votre niveau d'attente en termes d'analytics. Si vous recherchez des analytics plutôt basiques, entre guillemets, d'analyse de site web, de taux de rebond, de pages vues, de temps de session sur vos pages web, la plupart de ces plateformes vont pouvoir répondre à votre besoin. Si vous cherchez à analyser aussi votre trafic payant, les sources de trafic, les appareils qui sont utilisés pour aller sur votre site, toutes ces plateformes-là vont répondre à ces attentes-là. Par contre, j'aurais tendance à dire que si vous êtes une plateforme e-commerce où vous avez besoin d'avoir des analyses plus poussées en termes de CA, en termes de panier, en termes de parcours, on a par exemple AT Internet qui est du coup une plateforme très puissante pour l'analyse et qui pour le coup est en conformité. Delphine qui nous demandait pour les outils, pardon, j'ai pas entendu l'outil pour trouver les thématiques tendances, c'est Answer the Public. Je vous le mets dans le chat, ma prononciation n'est peut-être pas la meilleure en anglais. Et on a aussi du coup Google Trends, SEMrush, qui sont les principaux qu'on utilise. Ensuite, alors je me suis perdue un peu dans les questions. Voilà, la question analytics. Cordelia, oui, d'ailleurs, vous a fait passer l'article sur le sujet d'analytics. Matomo, effectivement, Coraline est très plébiscité. Nous, on a certains clients qui ont commencé à le mettre en place, pas dans une optique de migrer totalement de Analytics vers Matomo tout de suite, parce que comme je le disais, là, l'idée, c'est pas de paniquer et de migrer tout de suite, mais effectivement, il faut commencer à regarder les alternatives, parce que si jamais la CNIL réitère ce type de décision, elle donne 1 mois pour la mise en conformité, ce qui peut être relativement court pour la migration vers un nouveau système d'analyse de données. Donc Matomo reste une bonne alternative, effectivement. On a aussi Romain, du coup, qui nous demande, scoring, comment évaluez-vous les prospects en les recontactant? Difficile de le faire à partir d'un simple formulaire de contact rempli. Et en même temps, on risque d'être intrusif si on contacte la personne dès qu'elle a rempli un formulaire. Effectivement, et c'est pour ça qu'on met en place le scoring. C'est pour éviter de recontacter un lead juste après qu'il ait téléchargé un e-book, parce que c'est beaucoup trop tôt, en fait.
Le scoring, on va le faire avec 2 typologies de critères. On va d'abord avoir ce qu'on appelle les critères démographiques. Donc ça, c'est des critères plutôt de qualification du lead. C'est savoir est-ce qu'on a bien son adresse mail, est-ce qu'on a son numéro de téléphone, quel est son poste. Et par rapport à notre persona, on peut évaluer s'il a tel poste ou telle fonction, il est dans la cible. Par contre, s'il est étudiant ou stagiaire, il est hors cible et du coup, il faut qu'on l'enlève de nos leads potentiellement intéressants. On va avoir après des infos sur la typologie d'entreprise. Est-ce qu'il travaille dans une entreprise de plus de X salariés? Est-ce que son entreprise fait plus de X chiffres, enfin X euros, X milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, etc., qui vont vous permettre déjà d'attribuer plusieurs points sur la base de la qualification du profil. Est-ce que c'est un bon fit ou pas pour mes commerciaux? Et la deuxième partie qu'on va mesurer, ça va être son engagement auprès de la marque. Donc effectivement, on va pouvoir lui attribuer des points s'il a téléchargé un e-book et donc qu'il a rempli un formulaire. On va pouvoir lui attribuer des points si il a participé à un salon, s'il a participé à un webinar, s'il s'est inscrit à la newsletter, si parmi ces newsletters-là, il a ouvert X mail, s'il a cliqué sur X lien, etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir déterminer un palier et se dire, OK, les leads qui arrivent à 30 points, c'est des leads qui sont suffisamment qualifiés et suffisamment chauds ou matures pour mes commerciaux. Et dans ce cas-là, c'est pertinent de les transmettre à mes commerciaux. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de commencer dès le premier e-book à leur demander quelle est votre fonction, et votre numéro de téléphone, et votre entreprise, elle fait combien de chiffre d'affaires. L'idée, c'est aussi de le faire graduellement et d'avoir des contenus qui s'adaptent au fur et à mesure pour agrandir, si je puis dire, augmenter le nombre de champs que vous avez dans vos formulaires. Si je prends un exemple très concret, j'ai un e-book que je propose sur mon site. Je vais demander des informations très basiques, typiquement nom, prénom, adresse email, peut-être le poste et l'entreprise. Ensuite, je vais proposer un deuxième type de contenu, plus engageant, un replay de webinar, une inscription à un webinar, où là, je vais venir demander plus d'infos. Donc, potentiellement, le numéro de téléphone, là, demander en obligatoire le nom de l'entreprise, etc. Et après, j'arrive sur un formulaire de contact, où là, je vais avoir beaucoup plus d'informations. Et grâce à ce remplissage graduel des informations, en fait, je vais pouvoir faire augmenter la qualification de mon lead, donc son score, et donc pouvoir le transmettre aux commerciaux. Je ne sais pas si c'est clair. Romain, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments dans le chat. Karine, effectivement, qui demandait les noms des alternatives à Google Analytics, les principaux, Matomo et AT Internet. Merci Thomas. Et on a aussi Eulerian qui propose des solutions d'analytics. Avez-vous des conseils pour avoir l'opt-in des contacts d'une base de données? Alors, c'est une question qui revient assez souvent. En fait, aujourd'hui, il y a peu d'options pour pouvoir mettre en conformité tout ou partie de votre base. Si par exemple, c'est des contacts que vous avez récupérés lors d'un salon, si c'est des contacts que vous avez récupérés par le biais d'une recommandation ou autre, si derrière vous voulez les recontacter par le biais d'email marketing, une des seules solutions qui va rester aujourd'hui, ça va être de leur envoyer un email avec un lien sur lequel ils vont remplir un formulaire où ils vont vous donner leur consentement en fait. Mais aujourd'hui, ou alors attendre que eux remplissent un nouveau formulaire pour télécharger un contenu sur votre site sur lequel ils vont cocher la case j'autorise mon entreprise à me recontacter avec des emails marketing. Mais ça reste aujourd'hui l'option la plus courante parce que sinon, si vous vous mettez sur de l'intérêt légitime à dire j'ai le droit de recontacter cette base-là parce que je l'ai acquise dans telle circonstance, vaut mieux se backuper avec un juriste ou quoi pour être sûr d'être bien dans les clous et de pas pouvoir se faire attaquer par la suite. Hélène qui nous demande dans le cadre d'un formulaire d'inscription à un événement, nous proposons un abonnement gratuit à notre newsletter. Si le participant ne le veut pas, il doit décocher. Sommes-nous dans les règles du RGPD? Alors, normalement, c'est l'utilisateur qui doit cocher la case. Aujourd'hui, on estime que ces pratiques-là de pré-cocher la case, c'est pas forcément ultra conforme avec le RGPD et que c'est un petit peu border, donc il vaut mieux faire l'inverse. Je sais que du coup, on se dit qu'effectivement, on va avoir plus d'inscriptions à la newsletter, mais il vaut mieux avoir un consentement clair et net plutôt que d'avoir quelque chose qui est pré-rempli. En tout cas, ce serait notre reco sur ce point-là. Léa qui nous demande « Avez-vous des conseils sur la manière de récupérer des contacts lors d'un salon ?» Alors, il y a plusieurs possibilités, ça dépend des salons, mais souvent les organisateurs proposent de récupérer une partie de la base, et dans ce cas-là, effectivement, vous allez potentiellement derrière devoir passer par de l'opt-in, un mail qui va demander à vos contacts récupérés lors du salon s'ils sont OK pour que vous les recontactiez par le biais de dispositifs marketing, parce que la base en fait que va vous transmettre le salon,
En général, les personnes ont accepté d'être recontactées par l'orga du salon, mais pas forcément par les exposants du salon. Donc soit vous vérifiez bien avec l'organisateur du salon s'ils ont bien s'ils ont bien eu ce consentement-là, soit sinon, il faudra passer par un mail d'opt-in. Après, sinon, il y a d'autres systèmes qui existent, il y a des badgeuses, il y a la possibilité aussi en amont du salon de préparer votre venue et du coup de lancer des campagnes sur LinkedIn ou autre pour pour avoir une première liste de prospects qui doivent passer sur votre stand. Ça, c'est des choses qu'on met en place aussi avec certains de nos clients. Voilà, mais ne pas hésiter à communiquer en amont, à proposer des rendez-vous aussi sur le stand pour pouvoir récupérer en amont une liste de prospects. Et sinon, après, il y a tous les systèmes mis en place par les orgas des salons, les badgeuses, les bases de données qui peuvent vous transférer, etc. Que pensez-vous des messages pour pousser à l'opt-in disant votre compte va bientôt être supprimé? C'est pas illégal. C'est une approche. En fait, c'est un petit peu du clickbait quelque part, parce que effectivement, on va arriver à avoir des taux d'ouverture assez importants. On va potentiellement arriver à avoir pas mal de monde qui va cliquer dessus. Nous, on recommande plutôt une approche qui est plutôt dans le sens je perds mes mots. En gros, cliquez ici si vous voulez continuer de recevoir vos notifications. Et si vous êtes dans le cadre d'un produit ou d'un service où les personnes sont susceptibles de recevoir des notifications, il y a ce sentiment de je ne veux pas perdre d'infos, du coup, je vais quand même me réabonner à cette liste-là. Mais voilà, votre compte va bientôt être supprimé. Après, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, Karine, et du coup, peut-être que ça fait sens du côté de vos cibles ou de vos prospects. Mais voilà, c'est peut-être un peu radical, mais en tout cas, vous vous assurez un bon taux d'ouverture et potentiellement un bon taux de clic, mais peut-être être un petit peu plus nuancé. Coraline qui nous demande comment faire pour avoir des backlinks. Alors, il y a plusieurs biais pour ça. Il y a des stratégies payantes et des stratégies gratuites. Et bien sûr, qui ne vont pas demander le même temps, vous vous en doutez. Stratégie payante, il y a des sites comme SEM Juice, par exemple, je vous le mets dans le chat, qui vont vous permettre, SEM Juice, qui vont vous permettre d'aller acheter des backlinks. Acheter des backlinks, vous allez acheter un pack de backlinks pour rediriger par exemple vers une de vos pages piliers. Donc vous allez racheter par exemple 10, 15, 20 backlinks qui vont rediriger vers votre page. Ça, c'est complètement légal. C'est fait de façon assez professionnelle et du coup, ça vous évite d'avoir 15 fois un lien qui provient du même site, mais c'est 15 liens plutôt qualitatifs qui proviennent de sites qui ont une certaine autorité et donc qui vont bénéficier à votre référencement. Et après, il y a des stratégies gratuites en argent, mais pas gratuites en temps, et du coup qui sont très chronophages, ce qu'on appelle de l'échange de liens. Et où là, du coup, il va falloir aller repérer des potentiels partenaires qui ont une autorité assez intéressante sur leur site et qui vont pouvoir faire des liens vers... en fait, vous allez faire de l'échange de liens, c'est-à-dire que vous allez positionner un lien de la personne que vous avez repérée, du partenaire potentiel, sur votre site, et lui, en retour, va positionner un lien vers votre site depuis son site. Donc c'est une stratégie d'échange de liens. Tu positionnes un lien sur ton site, je positionne un lien sur mon site et on s'échange des liens comme ça. Donc ça, c'est une stratégie qui marche bien, mais qui est relativement longue. Il y a des boîtes que je ne citerai pas, mais dans les comparateurs de fournisseurs d'énergie, par exemple, qui ont des équipes entières dédiées à ça, et des équipes d'une 50aine de personnes qui ne font que de l'échange de liens, qui sont des commerciaux en échange de liens, pour que ces plateformes de comparatifs en fait soient sûres de remonter ultra haut dans les résultats de recherche. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ça peut être un bon complément en fait aux stratégies de backlink payant. Le backlink payant, c'est un petit peu comme l'acquisition payante. En fait, ça vous permet d'avoir du résultat de façon assez rapide, mais derrière, c'est bien de compléter aussi, pourquoi pas, avec une approche plus traditionnelle et organique. Karine, pour un nouveau site, recommandez-vous d'acheter des liens, du coup, car difficile de faire des échanges de liens? Malheureusement, oui, en début d'activité ou en début ou au lancement d'un site, pour booster un peu les perfs, c'est quand même bien de provisionner un petit budget sur les backlinks et sur l'acquisition payante. Ça va drainer du trafic sur votre site, ça va vous permettre de gagner en autorité et c'est quand même assez intéressant, ça donne un bon coup de boost. Après, c'est pas obligatoire et vous le voyez sur la slide qui est encore là. Nous, chez ComExplorer, on a mis un petit moment avant de décoller et avant de vraiment récolter les fruits de notre stratégie de contenu, mais ça finit par payer. Donc, c'est soit vous voulez avoir un coup de boost dès le début et vous avez les moyens de le mettre en œuvre avec un budget dédié pour ça, soit effectivement, faut mettre le paquet sur la création de contenu
et après aller démarcher des partenaires potentiels, faire un travail important sur les réseaux sociaux, sur la personnalisation aussi des réseaux sociaux, ne pas uniquement communiquer avec votre page entreprise, mais penser à bien communiquer avec la page profil du fondateur ou des commerciaux. Ça, c'est hyper important aussi parce que, bon, c'est une petite parenthèse, mais LinkedIn valorise énormément les messages qui sont postés depuis les profils plutôt que depuis les pages entreprises. Donc, vous aurez aussi un meilleur rayonnement là-dessus. Donc, il y a des moyens d'acquérir du trafic en organique, mais c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Je vois qu'il est déjà 14h45. On arrive au terme de notre session. Il y a eu pas mal de questions. Merci beaucoup. C'était super animé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Nous, on reste bien sûr dispo si vous avez des questions par la suite. Je vous mets ici nos prochains webinars qui vont arriver dans les prochains mois. On a des webinars du coup sur la partie plutôt web côté Adimeo avec les meilleures méthodes du X-Design pour votre projet en 2022 le 8 mars, réussir votre projet d'usine à site le 14 avril et côté Com Explorer, comment choisir le bon CRM pour votre activité et décupler le nombre de vos leads avec une stratégie Google Ads qui performe. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur notre site pour vous inscrire et puis j'espère vous revoir pour les prochains webinars. Merci beaucoup en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi et puis je l'espère à très bientôt.